Eh bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce d'essayer de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors qu'est-ce que c'est que cette perfection? Eh bien c'est la création du paradis en fait. On ignore ce que nous sommes en train de créer le paradis pour nos futurs descendants. Donc c'est quelque chose qui se fait de façon intuitive. Et depuis que l'humanité s'est mise en œuvre, s'est mise en route, entre guillemets, depuis sa naissance, eh bien inconsciemment, elle travaille à aller vers cette perfection. Et c'est le phénomène humain qui donne du sens, pour moi, à notre présence sur cette planète. Et c'est donc ce but qui donne du sens, qui donne tout le sens de cette évolution. Et donc, pour l'instant, on l'a fait de façon inconsciente. Il y avait évidemment quelques éclaireurs, il y a eu de tout temps, enfin au moins depuis les grandes religions, des intuitifs, on va dire, qui ont imaginé cette voie vers cet état de perfection. Les religions ont parlé de ça, par exemple. C'était quand même, en gros, les boss dans l'histoire, dans la période qu'on pourra dire philosophique. Les religions donnaient un peu toute la façon de vivre, l'organisation, les interdits, etc., etc. Donc c'était quand même quelque chose de très important, la religion. Même si maintenant, au moins pour l'Occident, le phénomène religieux au moins les grandes religions n'ont pas l'influence qu'elles avaient auparavant. Mais bon, c'est une logique d'évolution. Avant les grandes religions, il y avait des chamans, il y avait des tabous, il y avait d'autres formes de spiritualité. Alors, mais ces grandes religions, qu'elles soient du côté du judaïsme et de ses deux filles, le christianisme, fille aînée, et l'islam, fille cadette, que ce soit de l'autre côté l'hindouisme, la mère, le bouddhisme, le zen, fille cadette, fille aînée, fille cadette, eh bien, et c'est intéressant ce parallèle comme ça dans ces deux grands types de pensée spirituelle. C'est vraiment, il y a cette symbolique, pour moi, c'est comme ça que je veux le voir d'ailleurs, une mère avec ses filles, voilà, c'est pour dire qu'il faudra retrouver de la réconciliation, au moins en Occident. En Asie, ça se passe plus facilement. Mais en Occident, voilà, on n'a pas encore entamé la réconciliation de la mère et de ses filles. Mais ça viendra. Donc, c'est prévu sur l'évolution de l'humanité vers sa perfection. Donc, ces religions, eh ben, elles ont eu l'intuition de cette évolution vers la perfection. C'est l'idée de l'Apocalypse. Bon, c'est un peu compliqué à bien déterminer, mais voilà, c'est ça, c'est la fin des temps, et symboliquement, c'est incroyable la puissance d'intelligence de ces grandes intuitions ou de ces révélations, peu importe comment on les interprète. Et de l'autre côté, c'est la même chose, sauf que c'est pas un principe linéaire, mais le monde, pour l'hindouisme, pour le bouddhisme, etc., eh bien, il évolue en fait de manière cyclique, on pourrait dire de l'âge de fer jusqu'à l'âge d'or, voilà. Et donc, et puis même si elle revient à la corruption, l'âge de fer, mais enfin, le schéma,
le chemin vers l'âge d'or, ben, c'est la même chose que le chemin vers l'Apocalypse, sauf que c'est cyclique pour ce type de pensée. Alors, pour préciser cette théorie, je m'appuie de temps en temps, pas pour préciser, mais pour utiliser d'autres formes de pensée, eh bien je m'appuie sur des émissions parfois sur France Culture. Là, en l'occurrence, c'est Avec Philosophie, pardon, une émission qui était consacrée à Hegel, une vie sous le signe de la révolution. Voilà, toute une vie. Et d'ailleurs, c'était même pas Avec Philosophie, c'est une autre émission, c'est Toute une vie, Hegel, une vie sous le signe de la révolution. Donc je lance la vidéo et puis je commente, je digresse. En 1816, Hegel enseigne à Heidelberg. En 1817, c'est la parution de l'Encyclopédie des sciences philosophiques, donc une date très importante. Et puis, c'est l'arrivée à Berlin en 1818, où Hegel succède à Fichte. Jacques Dante. Le passage à Heidelberg est important parce que, vous dites 1816, c'est la première fois que Hegel a un poste de professeur de philosophie statutaire. Il devient fonctionnaire alors. Oui, mais vous voyez, il est né en 70, ça le mène quand même à 46 ans. Oui. Or, il va mourir à 60 ans, il ne sera pas longtemps professeur d'université, alors que tous ses camarades, eux, ont obtenu des postes bien avant lui. Qui sait qu'il est le meilleur et dont toute la postérité pensera qu'il est le plus important, mais les autres ont passé devant, notamment Schelling, qui est important aussi. Mais Schelling a été beaucoup plus précoce. Ingenium precox, disait-on, à Tübingen. Il était entré au Stift à 16 ans. C'était le jeune génie. Ah oui, d'accord. Et il a franchi les échelons en se mariant comme il fallait d'ailleurs, et puis en manifestant son génie. Donc, Hegel, malgré... Alors, voilà, ça c'est la vie, c'est comme ça. C'est parfois même l'élève dépasse le maître, parfois ceux qui ont une grande réputation, ben c'est pas eux qui vont faire l'histoire de la philosophie ou des sciences voilà, c'est comme ça, et c'est ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que il y a vraiment une façon de construire l'humanité qui donne tous les sentiments de la liberté, comme si on était vraiment libre, alors que pour moi tout est déterminé, mais on a ce sentiment, on ne peut qu'avoir ce sentiment d'être les maîtres de nous-mêmes, d'être les maîtres de l'humanité, de l'évolution de l'humanité. Et c'est ce qui a fait dire, par exemple, à Sartre, puisque la vie n'a pas de sens, c'est à nous de lui donner ce sens, d'aller le trouver et de le donner. C'est très narcissique, parce qu'en fait, voilà, le sens, il était bien avant. Malgré le fait qu'il semblait plus modéré et peut-être plus diplomate et qu'il était plus travailleur et plus sérieux, Hegel a tout de même dû attendre jusqu'en 1816 pour obtenir un poste officiel de professeur. Et à Heidelberg, il a été très heureux. Il a pu travailler tranquillement. Il a été entouré de collègues éminents, notamment le mythologue Kreutzer et puis le théologien Daub. Et il a réussi à publier son encyclopédie, ce qui était en effet, dans la suite de ses œuvres, une étape tout à fait importante.
il avait à Nuremberg réussi à publier sa logique, ce qui était une performance, car il avait son travail de directeur de lycée, il venait de se marier, et il écrit lui-même, ça n'est pas rien que d'écrire une logique quand on vient de se marier en si peu de temps. Surtout avec une femme qui avait 20 ans de moins que lui. Une femme très jeune. Et puis, surtout, il a écrit la logique, il le dit, c'était surtout pour avoir des droits d'auteur et pour mettre un peu de beurre dans les épinards du ménage, qui n'était pas... Il a vécu dans des conditions assez difficiles. Et enfin, en 1818, c'est la gloire. On l'appelle à Berlin, au centre des affaires. Il a toujours rêvé d'être au centre. Et cette fois, il était au centre. Alors, à Berlin, il a été accueilli par une équipe gouvernementale relativement progressiste. C'était le chancelier Hardenberg, qui était alors dirigeant politique, très mal vu du roi, mais toléré quand même, parce que c'est Hardenberg qui avait en grande partie sauvé la monarchie en 1814 et 1815, alors le roi lui devait beaucoup. Mais enfin, les adversaires de Hardenberg, en exagérant beaucoup, bien sûr, et en falsifiant la réalité, les adversaires de Hardenberg le qualifiaient de jacobin. Et Hardenberg a été, dans tous les congrès internationaux, notamment au congrès de Vienne, le défenseur de la maçonnerie, alors que tout l'État prussien était hostile à cela, n'est-ce pas? Le défenseur des Juifs, des maçons, des Jacobins, c'était beaucoup. Mais c'est ce chef-là, à qui Hegel a d'ailleurs dédicacé sa philosophie du droit, c'est ce chef-là qui avait comme ministre un nommé Altenstein, ministre extraordinaire, car dans ce ministère prussien, Altenstein était à peu près le seul à avoir quelques idées, comment les qualifierais-je? J'ai dit progressiste, c'est un mot qui a pris maintenant un sens trop particulier, disons des idées éclairées. Il était un petit peu fichtéen, il prétendait qu'il ne fallait pas faire travailler les enfants dans les mines, alors que les autres ministres du gouvernement disaient qu'il valait mieux que les enfants travaillent dans les mines plutôt que de donner une éducation à des étudiants, ce qui leur tournait la tête. Altenstein. Alors, c'est là où on voit que de tout temps, et c'est une petite phrase que j'ai mise sur TikTok, justement, à propos de l'évolution, justement, des gens qui... C'était, je pense, à l'époque, il y avait une critique, en fait, de Churchill, et des propos qu'il avait tenus qui étaient vraiment racistes en réalité. Et bon, on resituait, ces phrases étaient resituées dans leur contexte, le temps et tout. Et je me suis permis d'écrire que il y avait à cette époque, à l'époque de Churchill, il y avait des gens qui étaient anti-esclavagisme, colonialisme, qui était pour l'évolution des droits des travailleurs, etc. La fin, bon ben voilà, par exemple, la fin du travail pour les enfants, l'égalité de salaire avec les femmes, etc. Il y avait des hyper progressistes, même si le terme n'est pas dit, mais ils existaient, ils ont existé de tout temps, en fait. Ils existaient aussi à l'époque des Romains, à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque des Romains, à l'époque... voilà, et l'humanité évolue avec cette force par ce combat entre les progressistes et les réactionnaires. Les réactionnaires veulent préserver les choses telles qu'elles sont, l'évolution leur fait peur, un type d'évolution leur fait peur, ça peut aller trop vite, et effectivement, les progressistes voudraient que l'évolution soit fulgurante, parce qu'ils peuvent encaisser ce type d'évolution. Moi, par exemple, je me situerais du côté des progressistes. Si demain, on partait sur de l'universalité, je serais tout à fait heureux, même que le national soit fondu dans l'universel. Je m'acclimaterai tout de suite à ça, parce que je vis d'une façon où je n'ai pas besoin de me sentir protégé par le national.
par le régional, par le villageois, etc. Tout ça, je suis extrait de ça. Donc, mon esprit est déjà universel. Mais c'est tout à fait compréhensible que pour certains, c'est extrêmement difficile parce que leur vie est organisée autour des appartenances bien en dessous de l'universel, des appartenances comme ça. Et cette lutte donc entre les progressistes qui voudraient accélérer trop vite l'évolution et les réactionnaires qui veulent qu'ils les retiennent, c'est elle qui fait que l'humanité a un rythme bien particulier et qu'on ne peut pas déroger, en somme, qu'on ne peut pas accélérer sans conséquence. Le communisme, par exemple, Marx, c'était l'idée d'accélérer rapidement l'égalité, l'idée d'égalité, d'aller vers quelque chose, vers l'égalité très vite, etc. Et c'était insupportable pour la plupart des esprits humains. C'était trop d'avant-garde. Et d'où le fait que c'est pas cette théorie qui s'est imposée. C'est une sorte c'est une dictature du prolétariat avec les dictateurs qu'on a bien suivis, les Staline, etc. Donc, on ne peut pas accélérer le processus de l'évolution plus vite que la machine. L'humanité, elle a son rythme propre et donc ce rythme, il est maîtrisé en somme par le combat entre réactionnaires et progressistes. Altenstein était certainement l'élément le plus sympathique et le plus éclairé du gouvernement, et c'est lui, Altenstein, qui a soutenu, avec son subordonné Schulz, Hegel, dans les premiers temps du séjour à Berlin. Et donc, dans les premiers temps du séjour à Berlin, du point de vue politique, ça a été à peu près. Mais ça a vite mal tourné parce que Hardenberg est mort et que les successeurs de Hardenberg ont adopté une toute autre ligne politique. Alors, ça a été, surtout après l'assassinat par un étudiant en théologie de Kotzebue, ça a été la répression du mouvement étudiant, et Hegel a été mêlé à cela. De ce point de vue, je crois qu'on doit signaler une polémique, ou plutôt une absence de polémique qui est regrettable. À mon avis, mais ce n'est qu'un avis, et bien sûr, je peux très bien être dans l'erreur. À mon avis, la vie d'un philosophe n'est pas sans importance pour son œuvre. Bien sûr, les œuvres comptent avant tout, et c'est sur elles qu'il faut s'appuyer d'abord. Mais quand on rencontre dans la vie du philosophe des éléments qui peuvent contribuer soit à éclairer l'œuvre, soit parfois à l'obscurcir, il faut tout de même tenir compte de la réalité objective de ces éléments. Or, à Berlin, on constate c'est extrêmement bien dit. C'est pas, il en fait pas le point central comme certains le font. Par exemple, certains ont critiqué Freud à partir de sa façon de vivre, c'est le fait qu'il prenait de la cocaïne, je sais pas, enfin, ses relations, etc., etc. Et c'est fondamental, mais en parallèle, il faut garder aussi ce qui a été résolu par ce qu'il a apporté à l'humanité. C'est pas d'exonérer un être humain dans ses déviances. C'est simplement ne pas vouloir détruire l'œuvre et l'être humain. C'est important. Voilà, il y a deux choses, mais ça ne veut pas dire que l'œuvre doit exonérer l'analyse du caractère et du comportement d'un philosophe, bien entendu. Hegel a eu en quelque sorte deux vies. Il y a eu la vie publique. C'était le professeur, Herr Professor. Le professeur estimé, honoré jusqu'à un certain point. Il n'a quand même pas été admis à l'Académie des sciences de Berlin.
il n'a pas été décoré des décorations les Il plus était hautes. quand même célèbre, auréolé. Auréolé et célèbre parmi ses étudiants et ses amis, parmi les intellectuels, parmi les gens instruits et éclairés, suspect parmi ceux qui n'entraient pas dans ces catégories-là, notamment ce qu'on appelait la camarilla de cour, les gens de cour qui n'avaient rien appris de la Révolution française et qui ne tenaient pas à changer le style de vie et de pensée, et qui se méfiaient beaucoup les réactionnaires. de Hegel a contribué à accroître progressiste. ses méfiances par la seconde vie, si je puis dire. Hegel était progressiste, il était du côté de la Révolution, c'est ce qui était tout à fait normal à ce moment-là. C'était un palier à franchir. L'humanité évolue en franchissant des paliers comme ça. Et donc ça, c'était un palier qu'il fallait franchir et que l'humanité a franchi. Et en même temps, on ne peut pas non plus ne pas critiquer mince, mon cerveau est parti sur autre chose. Critiquer donc les dérives de la révolution. Voilà, c'est tout à fait normal, mais cette révolution a été fondamentale pour l'humanité tout entière. En exagérant un peu, les choses ne sont pas aussi tranchées. Avec Hegel, les choses ne sont jamais tout à fait tranchées. Mais il y a eu quand même chez Hegel une activité dont je me suis pour ma part efforcé de retrouver les traces. Par exemple, tous les répétiteurs que Hegel a successivement recrutés, répétiteurs qui étaient chargés d'expliquer ses cours aux étudiants, une espèce de rattrapage, n'est-ce pas? Les étudiants ne comprenaient pas vite, alors il fallait des répétiteurs qui racontaient les choses. Tous ces répétiteurs ont été successivement arrêtés, emprisonnés, révoqués. Quelques-uns ont vu leur carrière et même leur vie brisée pour toujours, comme Carové, par exemple. Et bien d'autres, Kants lui-même a été révoqué, un disciple chéri. Et Hegel, donc, se rendait très suspect en recrutant chaque fois des gens qui étaient chaque fois arrêtés. Bien sûr, les arrestations étaient très arbitraires. Il y en a un qui a été arrêté parce qu'on avait trouvé chez lui des lettres de sa belle-mère qui étaient favorables à Napoléon. Alors évidemment, si on... Voilà, donc on m'appelle, il faut que j'y aille. Merci de votre écoute, à très bientôt.